Voilà, comme nous ouvrions l'émission avec, donc 13 millions d'Américains ont déjà voté, dont près de 4 millions en personne, et les chiffres sont de plus en plus fous chaque jour. C'est certain que on va arriver à de très 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 gros chiffres avec le week-end. N'oublions pas que la plupart de ces chiffres, cette augmentation soudaine des chiffres, s'est déroulée en semaine, et vous allez vite comprendre pourquoi, du coup, ils sont limités. C'est un concept qui est souvent absent dans les tentatives d'analyse qui sont faites de ces chiffres-là. Déjà, dans la réalité, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a quelques petites tendances qui se dessinent, mais d'une manière générale, c'est beaucoup trop tôt dans tous les États de faire des analyses, et encore plus lorsque vous avez quelqu'un, que ce soit un compte francophone ou un compte américain, qui vous propose des comparaisons par rapport à le early voting, donc le vote par anticipation de 2020. Laissez tomber, quoi. Laissez tomber, parce que en 2020, nous étions en période de Covid, en période de confinement, donc les habitudes de vote étaient complètement différentes. Je sais que je me répète, mais je le vois passer jour après jour, et puis des fois, y compris dans les discussions dans le chat, soyez prudents sur ces comparaisons qui n'ont aucun sens, parce que non seulement les électeurs votaient d'une manière différente en 2020, mais les États proposaient de voter d'une manière différente que 2024. À cause du confinement, justement, des tas d'États ont facilité le vote par correspondance, donc beaucoup d'Américains ont utilisé le vote par correspondance. Et certains États sont revenus. Certains États comme le Nevada ont décidé de garder ces lois-là parce que c'était une manière de faire augmenter la participation. Mais d'autres États, justement, qui souhaitent de limiter la participation, n'ont pas prolongé ces lois. Alors quand vous voyez des chiffres, quand on vous dit «Ah, ben, ça vote moins, ça vote plus qu'en 2020», ça n'a vraiment aucun sens. Il y a quelques enseignements à aller tirer. On commence à se rendre compte. On va regarder évidemment la Pennsylvanie, parce que ça fait... Pourquoi on vous parle de la Pennsylvanie, et pourquoi on vous parle du Michigan, où désormais plus d'1 million de personnes ont voté? Parce que ce sont justement des États qui ont commencé le early voting il y a déjà 2 semaines. Donc du coup, on commence à avoir de la data. Quand on vient de vous parler du Nevada qui commence aujourd'hui, et qui, pour l'instant, les seuls chiffres qui rentraient, ce sont du vote par correspondance des endroits les plus reculés au milieu du désert du Nevada. Ça n'a aucun intérêt. Pareil pour l'Arizona. Pareil pour certaines conclusions sur la Géorgie. Donc voilà, soyons prudents. Euh, Justement, la Géorgie, pour vous montrer comment on peut se tromper dans une analyse, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une analyse pour l'instant. On aimerait tous regarder les chiffres et se dire: «Ah, ben voilà, c'est plus intéressant que les sondages», et ça l'est. Au bout d'un moment, ça le sera, surtout quand c'est fait par des vrais spécialistes. Et encore une fois, je ne me mets même pas dans cette catégorie-là, parce que de l'analyse de données électorales pures, je sais que c'est très fréquent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Autant je pourrais avoir un regard précis sur le Nevada, dont je connais la carte électorale extrêmement bien, donc ça me permet de dire, bah tiens, quand il y a ces votes qui arrivent de tel comté ou tel comté, je peux tirer une conclusion. Autant je ne m'aventurerai pas à faire la même chose sur la Géorgie et sur la Pennsylvanie. Et il y a très peu de comptes qui font ça. Donc voilà, on ne va pas se précipiter, on va continuer à rester extrêmement, extrêmement prudent sur ces données. Je vais vous expliquer, par exemple, on va regarder, je vais donner un exemple. En Géorgie, on va regarder les chiffres. En Géorgie, c'est formidable, plus de 1 million de personnes ont voté. Et donc, on se dit, bah tiens, il y a beaucoup plus de personnes qui votent que
que la dernière fois en personne. Encore une fois, oui, il y a plus de personnes qui votent directement que la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était le Covid, encore une fois. Et puis après, on va vous sortir ces statistiques. On va vous dire, mais regardez, il y a 60% de blancs qui sont allés voter et que 27% de noirs. C'est terrible pour Kamala Harris, qui a besoin que la communauté, la communauté afro-américaine aille voter pour elle. Et c'est le danger de s'arrêter à ces chiffres-là. Parce que déjà, on n'a aucune idée si parmi l'électorat blanc, ce sont des démocrates, ce sont des républicains, ce sont des indépendants. Et encore une fois, cette année, encore plus cette année, où on sait qu'il y a tous les efforts du camp de Kamala Harris de séduire des républicains à voter pour Kamala Harris. Donc, ces chiffres, ce sont des gens, quand on connaîtra, parce que la Géorgie ne fait pas cette différenciation par étiquette politique, mais même dans les États où on vous dit il y a X% d'électeurs républicains qui ont voté, c'est OK, d'accord, mais combien d'entre eux ont voté pour Kamala Harris? C'est 5%? C'est 10%? C'est 15%? Est-ce que c'est en rapport avec les chiffres des élections des primaires républicaines avec Nikki Haley? Donc vous voyez, personne ne le sait. Et donc, lorsque on regarde ces chiffres-là, on se dit, oh mon Dieu, c'est pas bon pour Kamala Harris, les blancs, c'est Trump. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais il y a aussi une raison. Ces chiffres-là, je vous l'ai expliqué, ces chiffres-là, ce sont des chiffres pendant la semaine. Et donc la première chose qu'il faut aller voir, il faut aller au-delà de ces chiffres en se disant, bah tiens, pendant la semaine, c'est qui va voter pendant la semaine? Ce sont principalement des retraités. Et d'un coup, lorsqu'on va regarder les chiffres justement par rapport à l'âge, c'est le deuxième tableau, vous commencez à vous rendre compte que peut-être déjà il y a une figure un petit peu, il y a quelque chose de différent qui est en train de se dessiner, parce que vous avez effectivement 42% du vote, presque 43%, ce sont les 65 ans et plus. Donc, comment tirer des conclusions sur ce vote de 65 ans et plus qui, en 2020, avait principalement voté pour Joe Biden? Est-ce que c'est encore le cas cette année? Personne ne le sait. Donc, on voit que la moitié de l'électorat s'est retraité. On sait aussi que d'un coup, l'électorat noir, il est plus jeune, donc il est actif. Et on sait que historiquement, c'est pendant les week-ends et le jour de l'élection, parce que beaucoup de compagnies de Géorgie, dont la plus grande en Géorgie, qui est Coca-Cola, donnent la journée de repos pour aller voter. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas. Regardez dans les stratégies, dans les catégories d'âge actives, les gens qui travaillent, les 30-39 ans, 8% uniquement. Les 40-49, 11%. 50-64 ans, parce que la retraite aux États-Unis, c'est assez confus, 29,9%. Donc voilà, la plupart des gens qui sont actifs et où vous allez trouver le plus grand nombre de la catégorie afro-américaine n'est pas encore allé voter parce que c'est en semaine. Et c'est comme ça que lorsqu'on vous dit les conclusions, oui, les noirs, les blancs, non, c'est plus compliqué. La seule chose que vous devez regarder qui est intéressante au niveau de la Géorgie, parce qu'on sait que c'est un vecteur essentiel de cette élection aujourd'hui, c'est la différence entre le vote des femmes et des hommes. C'est la seule chose. Est-ce qu'il y a plus de femmes? On sait que ça va être, comme ça a été le cas en 2022 et en 2023, la catégorie qui va très certainement le plus se déplacer, qui va très certainement voter le plus pour Kamala Harris et qui détient la clé de l'élection, parce que ces élections intermédiaires de 2023 et 2022 qui ont été celles qui ont été favorables aux démocrates, et surtout toutes ces élections spéciales de 2023, il y a eu une surreprésentation des femmes qui, par rapport à la décision
Dobbs, donc la fin de l'arrêt Roe v. Wade, donc sur toutes les questions d'avortement, sont venus voter. Et quand on regarde justement avec toutes les réserves que je vous ai dit sur pourquoi les Afro-Américains sont sous-représentés, pourquoi les gens qui sont allés voter sont essentiellement des gens au-dessus de 65 ans, lorsqu'on regarde ces chiffres-là, ben, on remarque qu'il y a 10,3% de femmes en plus que les hommes qui sont votés et que donc dans ces 1 200 000 personnes qui sont déjà allées voter en Géorgie, vous avez 659 868. Donc c'est le seul enseignement qui doit vous intéresser. Ça ne veut pas dire que toutes ces femmes sont allées voter pour Kamala Harris, mais voilà, c'est la seule chose qui est intéressante, c'est que si en fin d'élection, en Géorgie et dans les États clés, on va le dire d'une manière très simple, si en fin d'élection, en Géorgie et dans tous les États clés, on est dans cette proportion où les femmes ont voté à 55% et les hommes à 45%, Kamala Harris sera élue largement de partout. Voilà. C'est la seule chose à garder en tête, donc c'est le seul chiffre à regarder. Et comme vous le dit Jérôme, il a 100% raison, les analyses, si aujourd'hui, je ne vous parle pas en compte francophone, mais si vous êtes un compte américain, je vous l'ai déjà dit, et que vous voulez percer sur le Twitter politique américain et avoir énormément d'abonnés, ouvrez un compte qui propose une analyse du early voting. On est dans la même lignée que les analyses de sondage. Ce sont les choses c'est dans la nature humaine. On veut savoir par avance, on regarde les sondages, on les utilise de manière prédictive alors qu'ils ne le sont pas. Et là, avec les chiffres, on a l'impression, on va se rassurer, où on va prendre nos désirs pour de la réalité. Non, vraiment, c'est exactement ça, Jérôme, bravo. Où on va prendre nos désirs pour de la réalité, où on va s'inquiéter en prenant des chiffres alors qu'on ne devrait pas le faire. J'en parlais hier avec Thomas, je lui dis, je trouve que c'est magnifique que ces informations sont publiques. C'était déjà le cas en 2020, mais ça intéressait pas grand monde. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait et de ne pas laisser la place aux véritables experts. Et je ne vous parle pas ici, vous vous en doutez, des experts de plateau, parce que alors là, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Enfin, je ne vais pas me lancer sur ce sujet. Donc voilà, c'était l'exemple de la Géorgie. Je voulais qu'en ce samedi, on prenne un petit peu plus de temps à revenir sur ces chiffres-là. Le Nevada, donc maintenant on va parler 30 secondes du Nevada où justement le early voting a débuté aujourd'hui, donc le vote par anticipation en personne. Tous les électeurs du Nevada ont la possibilité de répondre, de voter par correspondance. Tous les électeurs du Nevada reçoivent automatiquement leur bulletin de vote à la maison. Ça a été le cas ici, on vous l'a présenté. C'est une loi qui était passée pendant Covid et après Covid, parce que justement c'était un accès à la démocratie de manière plus pratique. Le Nevada a décidé de garder ce texte-là. Et donc voilà, je vais vous montrer à Clark County. Pourquoi Clark County? Parce que, c'est où nous allons voter, à Clark County. 2, c'est 3/4 des électeurs du Nevada qui sont à Clark County. 3, ça a longtemps été et ça continue aussi, c'est ici que s'est jouée l'élection en 2020 et en 2016. C'est à Clark County que le vote sera le plus important. On se souvient de cet index, le voting power, en disant qu'un électeur de Clark County peut faire basculer l'élection américaine. Et donc, je vais vous montrer ce matin. Nous sommes bien le 19 octobre, voir à quoi ça ressemblait devant un bureau de vote de Clark County. Et il y en a plusieurs, c'est où nous allons voter.
les personnes qui attendaient pour être parmi les premiers à aller voter. Donc voilà, c'est fou, hein. Donc généralement, on ne va pas tirer de conclusion sur est-ce que ces électeurs vont voter pour Kamala Harris ou ces électeurs vont voter pour Donald Trump. Donc ça, c'était au début de la journée, d'accord? C'était là, actuellement, il est 12h30 à Las Vegas, donc ça, c'était en début de journée à 9h. Et donc, depuis, les files d'attente sont encore plus grandes pour aller voter. On ne va pas tirer donc de conclusion sur ces électeurs-là. Ça serait malhonnête de le faire par rapport à vous. Mais dans les scénarios de l'élection 2024, on considère généralement, même si l'autre scénario n'est pas forcément non plus une hérésie, mais on considère généralement qu'une plus grande mobilisation, une mobilisation importante des électeurs sert Kamala Harris et Tim Walz et dessert Donald Trump. Même s'il existe des projections, des scénarios qui démontrent que ça pourrait être le contraire, que si il y a une importante participation et que ce soit ces nouveaux électeurs que Trump essaye avec Elon Musk de séduire, ces fameux low propensity voters, ça pourrait avoir l'effet contraire. Donc ça, c'était devant Clark County. Je voulais aussi vous montrer les scènes ce matin. Donc c'est le week-end, encore une fois. C'est le moment le plus important, les fins de semaine, pour deux raisons. Un, pour aller voter. Donc les mêmes images, vous allez les avoir aujourd'hui en Caroline du Nord et en Géorgie. Donc vous allez avoir dès lundi les statistiques qui vont être modifiées parce que c'est le week-end, on va voter. Je voulais vous montrer aussi, c'est le week-end, on a discuté hier avec un ami, John, qui fait justement ce travail extraordinaire de volontaire d'aller taper aux portes d'électeurs pour s'assurer qu'ils vont voter. Il nous a montré son app, etc. etc. C'était vraiment très intéressant hier. Et il nous donnait son programme du week-end où, à partir de 7h, avec d'autres volontaires, il allait se réunir pour aller pendant 12 à 14 heures aujourd'hui, aller taper aux portes pour s'assurer que les démocrates aillent voter pour Kamala Harris, démocrates et indépendants. Et justement, donc ce matin, pour marquer le début du early voting, comme je vous ai dit, il y a Barack Obama qui va venir en Nevada, il y a Bill Clinton qui sera là dans quelques jours, il y a Kamala Harris qui revient, il y a Tim Walz qui reviennent. Donc pour célébrer ce moment-là, tous les bureaux, les fameux, ce qu'on appelle les field office, donc tous les bureaux de campagne de Kamala Harris dans la région de Las Vegas, 3/4 des électeurs du Nevada sont ici, avaient des journées portes ouvertes pour recruter des nouveaux volontaires. Le nombre de volontaires au Nevada, comme dans tous les autres États, n'a jamais été aussi important. La candidature de Kamala Harris a lancé un afflux important de volontaires. Et donc, je vais vous montrer ce matin, c'était avant 7h du matin, dans un des bureaux de vote, pas dans un des bureaux de vote, dans une des permanences de Kamala Harris, les gens qui venaient s'inscrire pour être volontaires pour cette campagne. Donc voilà, donc c'est une partie extrêmement importante de cette campagne, surtout le week-end. D'ailleurs, le early voting est tellement important que si on regarde le programme de Kamala Harris qui vient de se terminer, donc elle était dans le Blue Wall justement jeudi, vendredi, samedi. Vous pouvez regarder son programme et le programme de Tim Walz pour se rendre compte. Thomas, tu peux nous mettre les états justement où elle est passée, où elle est allée faire des meetings, qu'en fait ce programme-là
correspond au vote. Elle était énormément dans le Wisconsin, vous le voyez. Tim Walz était dans le Wisconsin parce que c'est le moment du early voting, c'était l'ouverture de ce vote par anticipation. Elle était énormément dans le Michigan parce que c'est le premier grand week-end où on va voter dans le Michigan. Donc, en fait, son emploi du temps est conditionné à ça. On sait que c'est extrêmement important dans la campagne Kamala Harris d'amener les gens à voter maintenant, que les électeurs qui lui sont le plus favorables votent maintenant, que traditionnellement les électeurs de Donald Trump, pour des tas de raisons, y compris la propagande de 2020, préfèrent attendre le dernier jour et le jour de l'élection. Je voudrais maintenant vous montrer une vidéo d'un phénomène américain qui est 100% américain, qui est né dans les églises du sud des États-Unis, en pleine période de lendemain des combats pour les droits civiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Les églises ont joué un rôle extrêmement important. Et donc c'était lorsque c'était encore compliqué d'aller voter, lorsque on craignait pour son intégrité physique, pour sa vie d'aller voter, ce qui se passait, c'était qu'il y avait une messe. Et à la fin de cette messe-là, le pasteur disait, vous savez quoi, maintenant on va marcher ensemble, on va partir en groupe, toute la congrégation, et on va aller voter ensemble. C'est la force du groupe qui va nous permettre d'aller voter en toute sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui est né dans les églises du sud américain et qu'on commence à voir dans les universités américaines. Et je vais vous montrer ce phénomène-là en Caroline du Nord. On appelle ça « soar the polls », donc c'est rugissez, montez vers les bureaux de vote. Je vais vous montrer en Caroline du Nord où les étudiants sont allés voter early, donc en avance, tous ensemble. On regarde ça. Une partie, c'est vraiment un phénomène nord-américain. Donc je voulais vous partager ce genre d'expérience. C'est impressionnant. C'est tous des étudiants qui sont en train de marcher vers le bureau de vote pour aller voter avec la fanfare qui les accompagne. C'est aussi ça l'élection aux États-Unis. Évidemment, je vous parlais de l'importance de voter maintenant, et justement le Lincoln Project a fait un petit spot. On va terminer sur ça avant de partir. C'est promis, sur le 6 janvier, le Lincoln Project a fait un spot publicitaire en disant que c'était maintenant. Les sondages, tout le reste, c'était pas important maintenant, c'était le time to fight, c'était le moment d'aller se battre, d'être volontaire, d'aller voter en avance et de se concentrer sur ça, que Kamala Harris était en avance et que donc il fallait aller confirmer cette élection. C'est parti. The race is close. The polls are razor thin. Republicans want Democrats to panic, to believe Trump can't be beaten. For everyone who remembers 2016, they're getting nervous. Well, get the hell over it. The polls are garbage. Trump is losing his mind and his campaign. Kamala Harris is winning.
connecting with Americans, making the case for democracy, doing her part to help end this madness. There is no time to panic, no time to quit. It's time to fight. Vote early, organize, volunteer. Get out and show Trump you're not scared. Show him you're ready for the fight. Ignore the polls. Ignore the noise. We know what he'll do if he loses. Fake news. The question is, what will you do to make sure he does? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous assurer que Donald Trump va perdre? On est en train de justement de voir comment accompagner, pour vous faire un petit reportage, accompagner une équipe de volontaires qui vont justement cogner aux portes, taper aux portes, convaincre des Américains à aller voter pendant cette période extrêmement critique, donc du early voting au Nevada, qui va, on l'a vu, du 19 octobre au 1er novembre, vraiment dans l'idée ici de Kamala Harris, c'est d'inciter le maximum de personnes à voter dans cette période pour les derniers jours de campagne, se concentrer sur les électeurs qui sont plus difficiles à avoir. Donc voilà, j'avais envie de partager tout ça. On a vu de l'analyse, on a vu de la vidéo. Je sais que vous avez beaucoup aimé, j'ai vu ça, cette vidéo Solve the Polls. On vous la repassera en fin d'émission après les génériques, donc pour les plus patients d'entre vous. Et dans tous les cas, on vous la remontera à un moment ou à un autre. Ces images sont effectivement extrêmement fortes. Allez, on fait une petite pause et puis on se lance dans le dossier Jack Smith, les révélations du dossier Jack Smith autour du coup d'État du 6 janvier 2021. C'est tout de suite.